Du coup, je m'appelle Robin Morieux. Du coup, je suis psychologue clinicien, neuropsychologue en hôpital public dans un secteur de rééducation physique. Et je travaille aussi en psychiatrie. J'ai fait un parcours intégratif de neuropsychologue à Nancy. Et donc, c'est un projet que je vais vous présenter qui n'est pas au même stade d'aboutissement. Loin de là, c'est du coup quelque chose que je teste et que j'ai hâte de vous présenter. Dans un tout premier temps, je remercie quand même Corentin Boulet ainsi que Nicolas, si j'ai bien compris, qui organise la conférence. Je trouve ça super de mettre en avant cette initiative et ce média thérapeutique. Je vois rien du tout, ça me perturbe énormément. Alors, euh, Donc, on va commencer tout simplement par expliquer un peu le projet, d'où il sort, comment il a été construit, c'est fait sur quelques années. Ensuite, le jeu en tant que tel, ou plutôt l'activité thérapeutique, les leviers et objectifs thérapeutiques de celui-ci, ainsi que les premiers retours d'expérience depuis les plusieurs fois où il a été mis en place. Donc le projet, il est né avant tout en Master 1, là où où j'avais comme thème donc les thérapies narratives avec une poursuite sur l'usage des médias dans la thérapie, c'est-à-dire l'usage de n'importe quoi, que ce soit le dessin, que ce soit les images ou le jeu. Et j'avais fait une ouverture sur les jeux de rôle, donc déjà là, j'avais ambition de travailler avec le jeu de rôle plus tard. Et sur le côté, moi en privé, donc je jouais au jeu de rôle aussi avec des amis. Ensuite, j'ai fait un gros stage du coup de Master 2 au sein d'une unité de soins libres à Nancy. Et il y avait un groupe d'une activité donc de gestion des émotions. Et mon maître de stage m'a demandé de créer une activité qui soit interactive, si possible. Et du coup, j'ai tout de suite pensé au jeu de rôle qui me paraissait être une bonne idée. Je venais de voir le film Vice-Versa. Du coup, je me suis dit, ben ouais, allons-y, on va faire un truc dans le genre. Et j'en ai profité pour faire mon sujet de Master 2 sur ce même sujet. C'est-à-dire que j'ai pris le stage ainsi que mon sujet sur la thérapie narrative, sur le jeu de rôle, pour en créer un outil, pour en créer un outil concret avec aussi des objectifs concrets, qui étaient donc la psychoéducation sur les émotions, c'est-à-dire apprendre aux patients des notions clés des émotions qu'on verra un peu plus tard. Donc, mon Master 2 s'est clôturé avec la réalisation de ce projet. Donc, il y a eu 2 séances avec le groupe des émotions, avec un public donc, de secteur psychiatrique avec différentes problématiques. Ça va aller de la dépression caractérisée aux troubles bipolaires et autres. Aussi 2 séances faites avec des personnels soignants euh, pour tester, ainsi que 2 séances avec des amis et 2 séances, si on peut dire ça comme ça, avec en solo, en fait, en thérapie individuelle avec des patients, où je réutilisais les mêmes concepts juste avec un patient, sans la présence du groupe. Vu que ça s'était très bien passé, les résultats étaient plutôt intéressants, bon, pas suffisants pour faire une vraie étude comme un sujet de master. Euh, je me suis dit que j'allais continuer et donc là, j'ai refait une nouvelle version. C'est celle-ci que je vais vous proposer, que je vais vous présenter, donc sans cas clinique concret pour une question de confidentialité, sans cas clinique concret, mais que j'ai déjà mis en place par 2 fois actuellement dans le service actuel. Donc, l'outil est censé être utilisable dans sa version actuelle, un peu plus précis que la version précédente. Donc, comment ça se passe? Alors, voilà. Est-ce que ça, les gens le voient? Hop. Alors, l'activité, elle est conçue pour durer 1 heure, avec quatre participants joueurs, un thérapeute ainsi qu'un observateur. Au mieux, un observateur en soi, on peut le faire sans. Comme vous pouvez le voir, il y a donc les 4 fiches personnages ainsi que la fiche de situation. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les participants incarnent chacun une des émotions primordiales. Donc, j'ai vu dans la diapo d'Alex avant, il avait mis
la fleur des émotions de Plutchik. Donc, on va se servir de toutes ces théories-là des émotions pour avoir une base, un socle théorique assez solide. Donc, on va avoir colère, joie, tristesse et peur qui vont être incarnés par chacun des participants. Comme vous pouvez voir sur la disposition de la table, ce qui a montré donc, la quatrième feuille, ça va être là où est assis le narrateur, ou plutôt l'organisateur, puisqu'il ne va pas narrer grand-chose, mis à part cette fiche-là. On fera un petit scénario test un peu plus tard. Donc, les participants sont accueillis. Et ensuite, le jeu commence quasiment directement. En fait, personne n'a vraiment besoin de savoir qui il est. On se présente rapidement. On n'évoque pas forcément les problématiques. Je n'ai pas évoqué le public. Donc, le public, je l'ai utilisé que sur un public adulte. En hôpital, là, ce n'était pas un public de secteur psychiatrique. C'était des services de médecine physique de rééducation. Donc, il y a des dynamiques de troubles dépressifs non caractérisés ainsi que des troubles de douleurs chroniques. Donc, ça commence par la situation initiale, c'est-à-dire que chacun des joueurs reçoit une des émotions au hasard. On va donc commencer par chacun leur tour. Quelle est votre émotion? Ok, je suis tristesse. Tristesse, pour vous, c'est quoi? Tout simplement. Et chacun va juste évoquer ce qu'il entend par l'émotion qu'il va jouer. À la fin de chaque petite présentation, qui est assez timide en général au début, on va demander au reste du groupe si ils sont d'accord, est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter. Le cas échéant, ils vont écrire sur leur fiche personnage, donc pour eux, une définition de l'émotion, qui peut être un objectif, un rôle, peu importe en fait. Qu'est-ce que l'émotion leur inspire et comment ils comptent l'incarner. Vous voyez donc que sur la feuille des personnages, il y a aussi donc, il y a une place pour la définition de l'émotion, des mots de vocabulaire de l'émotion. Donc, je ne les ai pas là, on ne voit pas. Par exemple, tristesse, agacé, malheureux, songeur, désabusé, affligé, triste. Donc, on va avoir pour chaque émotion différents mots de vocabulaire qui vont les aider à s'exprimer tout simplement dans le champ lexical de l'émotion qu'ils vont incarner. Et sur la droite, tout simplement un baromètre. Ce baromètre, on va mettre un petit trombone sur le côté pour que, en temps réel, chacun puisse indiquer l'intensité de son émotion. Une fois que c'est fait, on va faire un petit laïus narratif en disant que donc voilà les émotions. Vous allez actuellement donc rentrer dans la salle de contrôle des émotions de quelqu'un. Votre rôle en tant qu'émotion, ça va être de décider d'une action. C'est-à-dire que vous, en tant que groupe, vous allez faire en sorte de décider que va faire. Donc, on va prendre l'exemple de Benjamin par la suite. Donc, que va faire Benjamin? Voilà. Vous êtes une équipe, vous êtes dans une pièce ensemble. Au milieu, vous avez une salle de contrôle et votre rôle à tous va être de choisir une décision, une action à Benjamin qui va être l'exemple du jour. À partir de ce moment-là, le narrateur, l'organisateur, va tout simplement circuler dans sa chaise et observer. C'est-à-dire que à partir de là, le but, c'est de ne plus interagir avec les participants. C'est-à-dire qu'eux vont faire en sorte de résoudre la situation. Vous verrez un peu plus précisément ce que ça donne. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Du coup, ils discutent. Si jamais ils interagissent avec moi, ce que je vais tout simplement faire, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être relancer une émotion qui resterait un peu trop discrète, préciser de noter l'intensité de l'un ou de l'autre. À part ça, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire, très volontairement de la part de l'organisateur, pour justement laisser l'interaction à la résolution de problèmes. Car c'est bien ça dont il est question, ça va être une résolution de situation. Ensuite, on sort de l'activité, on arrive au moment du débriefing. Un petit laïus narratif de nouveau en disant qu'on va sortir de la salle de contrôle des émotions. Retour dans la pièce, est-ce que tout le monde est bien là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ensuite, on va débriefer de la situation. On va débriefer de la situation. Moi, je vais faire en sorte de mettre en avant des choses qui m'ont paru intéressantes. On va revoir ça en fin de présentation. Ensuite, fin de situation. On fait tourner les feuilles personnages et rebelote. Partie 1, partie 2, partie 3. Tout ça, on le fait 4 fois pour que chacun joue une des émotions. Pour que chacun joue une des émotions.
Et ensuite, fin de l'activité, on refait un dernier débriefing général pour savoir en gros ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce que vous avez remarqué. Ok. Les leviers thérapeutiques, donc en quoi est-ce que qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche? Et les objectifs, on va les voir après. C'est donc ça va être toute la base théorique au final qui fait en sorte que ça peut être intéressant d'utiliser le jeu de rôle thérapeutique à des fins de psychoéducation, à des fins de groupe sur la gestion des émotions. On va être beaucoup en général sur ce genre de groupe-là, sur identifier les émotions, les exprimer, réussir à verbaliser autour, les définir. Donc pourquoi ça marche? Dans un premier temps, grâce à l'identification à l'avatar, et donc du rôle, la notion de jeu et de rôle, hein, qui est la base du jeu tout simplement, ça va permettre la décentration, donc l'externalisation, notamment narrative de l'émotion, et qui va créer donc une zone tampon entre le jeu et le participant, qui va pouvoir tester, explorer, créer en tant qu'une certaine émotion très précise pendant un temps donné. L'apprentissage expérientiel, euh, c'est donc tout simplement pouvoir apprendre des choses sans qu'on vous les explique. Donc ça va être par le média. En fait, le média en tant que source, quand on apprend à jouer au foot, on le fait en tapant dans un ballon. C'est pas assis sur une chaise où on vous dit il faut incliner le pied à tant de degrés, etc. Donc ça se fait dans l'action. Donc là, pareil, on va apprendre différentes notions de psychoéducation grâce à ce média qui va être le jeu de rôle. La notion de groupe, très importante, même s'il y avait des effets à jouer en solo, qui s'est fait sous une forme différente, on pourra en parler si jamais ça intéresse. Mais la notion de groupe, elle amène la notion de responsabilité, la notion de faire part d'un groupe, d'avoir son utilité, c'est-à-dire que vu qu'il y a 4 joueurs, 4 émotions primordiales, il peut pas en manquer une. À partir de là, le rôle de chacun devient indispensable, ce qui le pose chacun dans une dynamique active où il n'a pas le choix d'être actif. Et ça, c'est plutôt agréable. C'est-à-dire que ça empêche l'évitement. Et on le verra, c'est d'ailleurs l'un des objectifs. Le support, le fait qu'il y ait un support papier avec du vocabulaire, la petite chose des émotions, la définition, le fait que le tableau, c'est-à-dire la situation initiale soit sur la table, ça soulage. Ça leur permet de dire, OK, ils réfléchissent un peu moins à ce qu'ils peuvent dire, ça sort assez naturellement parce qu'il y a cette identification à l'avatar et, et le support donc, qui donne des mots, qui donne des capacités d'expression qui vont être facilitantes. Politique de retour facile, c'est tout simplement le template que j'ai utilisé sur Canva, que je n'ai pas fini. Donc, il n'y a pas de politique de retour facile. Les objectifs thérapeutiques. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, finalement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Certains même que je ne soupçonnais pas. Donc, ça, on verra à la fin. Dans un tout premier temps, ce qu'on voulait surtout, c'était l'identification des émotions. C'est-à-dire déjà définir ce qu'est une émotion. Je vous prie de faire l'expérience. C'est pas aisé en fait de définir ce qu'est une émotion en tant que phénomène. Ensuite, décrire ce qu'est une émotion, quelles sont les émotions principales. Donc, on va plus être sur, pas une définition académique, mais plus une idée de ce que c'est, une idée de quoi ça sert. Quel est le rôle, les critères d'apparition, les différents mots de vocabulaire pour les exprimer. Avoir un vocabulaire qui va être donc qualitativement et quantitativement, si ça se dit, intéressant, avec comme idée que ça se répercute dans le quotidien. Parce qu'en effet, tout ça, le but du JDR en soi, c'est quand même qu'on puisse avoir quelque chose que les gens réutilisent plus ou moins consciemment par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont acquérir des connaissances brutes, mais aussi des mécanismes. Donc, notamment des stratégies de gestion, c'est un peu plus en bas. Mettre en lumière des stratégies de gestion des émotions, c'est-à-dire comment les émotions interagissent entre elles. Et on verra que, en fait, quand on met 4 joueurs qui incarnent 4 émotions, on a des phénomènes qui se passent dans notre tête déjà tout seul. Donc, ces stratégies de gestion qui sont mises en lumière et ça permet aussi de déceler celles des autres.
C'est-à-dire, on va se rendre compte que, ah tiens, cette personne-là, tristesse, bah, elle la vit comme ça. Ou peur, bah, elle la vit comme ça. Et du coup, au fur et à mesure que ça change, qu'on va multiplier les expériences à ce niveau-là, ben c'est censé flexibiliser la façon dont on perçoit les émotions et de la façon dont on les gère, la façon dont on interagit avec. En termes de, le petit 2, en termes de psychoéducation pure, les notions clés, donc il y en a moult, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on essaye de faire passer dans des groupes de gestion des émotions qui sont assez difficiles enfin, qui ne sont pas difficiles à expliquer, mais du moins qui sont difficiles à ce que les gens les retiennent et se disent, ah, ça, je le sais, ça, j'ai conscience de ce phénomène. Et c'est un peu ça qui manquait dans le groupe de gestion et que le jeu de rôle est censé amener. C'est-à-dire, par exemple, le rôle et les objectifs des émotions en contexte. À quoi ça sert? Pourquoi ça émerge? Pourquoi là j'ai peur et là je suis anxieux? C'est quoi la différence entre la peur et l'anxiété? Toutes ces nuances-là. La notion d'intensité d'une émotion. On a souvent des gens ou nous, ou des patients qui vont avoir des réactions on-off, qui vont être ou en colère ou pas en colère. Du coup, de ramener de la flexibilité là-dedans, pareil, pouvoir dire qu'en fait, on peut être un peu moyen, beaucoup, extrêmement en colère. Et que ben, c'est labile, ça monte, ça descend, ça peut passer de l'un à l'autre, mais il y a une temporalité dans tout ça. La coexistence d'émotions en simultané, les émotions complexes, pareil, mettre des mots dessus, et l'impact du passé et du présent, l'impact du passé, du futur sur le présent, notamment du passé, dans le cas des traumatismes. Je réagis de cette façon parce que j'ai des expériences passées traumatiques, ce qui explique donc ma réaction. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, de rajouter un peu de cohérence au final dans le vécu des gens par, par le jeu de rôle, notamment sur les émotions. Aussi, de l'infirmation de soi, tout simplement, le fait de résoudre un problème en groupe, quand on est un membre indispensable du groupe, ben, ça nous pousse à interagir. Et dans des services notamment d'addictologie ou de psychiatrie, on va avoir des groupes d'affirmation de soi, de comment interagir avec l'autre de façon adaptée. Et du coup, ben, au final, dans le jeu de rôle, on a ça de façon induite. On doit communiquer avec l'autre, on est censé interagir avec lui, le respecter pour faire en sorte de travailler ensemble. Dans le cadre de ce jeu-là, dans Jouer les émotions, c'est un but qui va être coopératif. C'est-à-dire que forcément, on est dans la même team, on est dans la même pièce, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, on va devoir négocier. On va devoir négocier, on va devoir faire des recherches avec l'autre, on va devoir mettre en avant son avis, son opinion, ses objectifs, ses façons de concevoir le monde, parce que peur et tristesse, bah, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, elles font partie du même tout, qui va être Benjamin pour l'exemple. Ensuite, contourner l'évitement parce que ben, les émotions comme sujet, c'est prône à l'évitement. Quand on est en colère et qu'on se met à consommer, que ce soit des stupéfiants, de l'alcool, regarder des séries, le téléphone, en fait, la fuite, les moyens d'évitement des émotions, qu'elles soient faibles, moyennes ou très intenses, il y en a absolument tout le temps, partout, de façon plus ou moins adaptée, bien sûr. Et bien, ce jeu de rôle, c'est pour mettre les pieds dans le plat. Alors, il n'y a pas le choix. On est l'émotion. Donc, voilà. Et on doit jouer l'émotion que l'on incarne. C'est-à-dire que si je suis tristesse, je joue tristesse. Je ne peux pas, je ne suis pas censé évoquer de la peur en tant que tristesse, même si d'habitude, je suis quelqu'un de très anxieuse. Si je joue joie, je vais jouer joie. Et du coup, je vais avoir un vocabulaire de joie. Et du coup, je vais avoir une façon de penser qui va être celle de joie parce on a besoin de joie dans toutes les situations qui vont être évoquées. Du coup, par le caractère indispensable de chaque rôle, ça empêche la fuite de l'individu face à ces différentes émotions. Et du coup, ça va créer des moments d'exception. Ça, dans les thérapies narratives, c'est un point qui est clé. Ça va être la création de moments d'exception, c'est-à-dire de moments où on réussit quelque chose, de moments où il va se passer quelque chose qui n'est pas en rapport, où le problème est inexistant. C'est ça. Donc, on va avoir des situations où il n'y a pas de problème. Et parti de là, ça va pouvoir, thérapeutiquement parlant, ouvrir sur la discussion. Mais en fait, le problème n'est pas tout le temps là. Il y a des moments où il est là, des moments où il n'est pas là. Quand, quoi, qu'est-ce, comment. Et ça permet du coup d'utiliser notamment ce qui va se passer en thérapie par la suite. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, ça, c'est une des vignettes. Ça va être la situation de Benjamin. Donc, imaginez, tous les joueurs rentrent.
On se présente rapidement, je leur explique le jeu de rôle que je présente comme une activité thérapeutique, hein, tout simplement. Il n'y a pas de dés, il n'y a rien de... bon, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de d'outils de jeu supplémentaires sur le coup. Et du coup, tout simplement, après avoir fait la phase 1, la phase 2 commence sur vous êtes donc dans la salle de contrôle des émotions de Benjamin. La tablette de contrôle est entre vous. Et donc, je représente comme ça, vous êtes Benjamin, vous avez 45 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants de 7 et 12 ans, vous êtes menuisier de formation, vous aimez les sports de combat, les soirées arrosées le week-end, les bons repas, vous n'aimez pas vous lever le matin, les jours pluvieux. Vous avez passé une sale journée au travail, un changement de poste va vous obliger à vous lever très tôt, votre patron ne veut rien entendre alors qu'il est sympa avec vous depuis de nombreuses années, vous l'avez même invité à un barbecue à plusieurs reprises, vous l'avez vécu comme une trahison, vous suspectez que votre femme vous trompe, pour l'instant, pas de preuves tangibles, juste des doutes. Vous vous sentez tracassé et fâché à ce sujet. Donc là, on donne un contexte, c'est-à-dire qu'on donne un passé, ma foi, succinct sur la personne, mais ça suffira amplement. Le présent, vous êtes dans un supermarché, vous avez acheté du lait et des œufs bien entendu, à la demande de votre femme. Un jeune homme gris sans vergogne la file à la caisse pour se mettre devant vous et la femme qui attendait devant vous. Tout simplement, la situation. Le futur, ça c'est un peu pour mettre du contexte sur ce qu'il est censé faire, parce que les émotions en contexte, il y a un objectif, on n'est jamais quelque part sans raison. Vous comptez vous rendre à la maison après les courses pour vous reposer de cette journée épuisante et un voyage à Chypre à organiser. Ça, c'est des détails. En soi, il y a pas, on voit ce que les joueurs en font. À partir du moment-là, je dis tout simplement, que faites-vous? Et les émotions discutent. Parce qu'elles ont une résolution de problème, c'est-à-dire que va faire Benjamin dans cette file d'attente. En fait, ça va être ça, l'objectif. L'objectif dissimulé, du moins. Et donc, tout simplement, moi, à ce moment-là, je fais juste en sorte de regarder, d'interagir, d'aider s'il y a besoin, ce qui est relativement rare, hein. Je galère avec un truc. Hop. Donc, on peut observer des choses assez intéressantes, hein, en tant que mécanisme. Donc, par exemple, le changement de focus attentionnel. Donc, ça, je pense qu'on a tous vécu. On a tous vécu. Benjamin est dans la file d'attente. Au bout de 3 minutes de colère qui veut lui casser la gueule à Benjamin, de joie qui lui dit non, 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 s'il te plaît, non, peur qui dit bah non, on va pas lui casser la gueule, il y a un vigile, enfin, à un moment, faut réfléchir. Tristesse qui se dit oh là là, et ma femme me trompe, mais je suis dévasté. Et là, peur qui embraye, ouais, si ça se trouve, elle nous trompe et du coup, c'est bientôt fini notre histoire. Et en fait, de fil en aiguille, en moins de 2 minutes, les quatre participants se sont retrouvés à se demander qu'est-ce qu'ils allaient faire des enfants lorsqu'il y aura eu le divorce. Ils veulent la garde pleine, mais il y aura peut-être la garde alternée. Et du coup, on part d'une situation où les émotions doivent résoudre une question dans une file d'attente et se retrouvent à passer d'un futur où leur femme est en instance de divorce et doivent discuter de comment gérer la garde des enfants. Donc ça, c'est un des phénomènes, par exemple, qu'on vit au quotidien. Je fais quelque chose et je pars loin dans mes pensées, qui se présentent qui se présentent donc dans le groupe. Ensuite, par exemple, l'anticipation et les détachements du réel. Bon, encore une fois, donc ça rejoint ce qu'on vient de dire sur l'anticipation. Et ben voilà, peur qui va dire ouais, mais si on le tape, il y a le vigile qui va venir. Ensuite, on ne pourra pas ramener les œufs. En plus, le voyage à Chypre, donc les émotions, en fait, elles vont se nourrir de ce qui est écrit sur la fiche, ainsi que de ce que disent les autres émotions. C'est-à-dire qu'elles vont, d'ailleurs, il y a un participant qui va le dire comme ça, elle avait l'impression que les émotions se nourrissaient entre elles. C'est-à-dire que plus elles discutaient, avec une différenciation des rôles qui s'installent. Première phase, première session un peu compliquée. L'échange se fait, c'est assez succinct, c'est-à-dire qu'il y a des tours de parole, littéralement, ils disent bah, moi je dis ça, moi je dis ça, moi je dis ça, moi je dis ça. Ok. Et ça va arriver plusieurs fois dans tous les groupes où, par exemple, Tristesse va dire oh non, mais imagine, il se passe ça, moi j'ai peur que. Et du coup, la personne s'arrête et dit ah non, bah non,
Je suis pas peur, je suis tristesse. Donc ça, je peux pas dire. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de la tristesse. Donc ça, par exemple, c'est un objectif thérapeutique qui va être super intéressant à observer en voyant le participant qui de lui-même va différencier une pensée, c'est-à-dire une phrase, d'une émotion ou d'une autre. Donc ça, littéralement, ça va être des objectifs thérapeutiques qu'on va avoir en groupe de gestion des émotions et faire en sorte que ce soit le patient qui le dise. C'est plutôt intéressant et c'est tout l'intérêt du coup du jeu de rôle. Du jeu de rôle. Du coup, d'autres choses intéressantes, par exemple, au bout de 6-7 minutes d'échange entre les émotions sur que faire dans la file d'attente, oui, donc on sort de la situation. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je vais demander, donc je regarde la montre, euh, je vais justifier que, ben voilà, en fait, c'est fini. Qu'est-ce que joie tu comptes faire? Tu as combien d'intensité? Qu'est-ce que tristesse tu comptes faire? Tu as combien d'intensité? Chacun me donne l'action qu'elle a envie de privilégier. C'est pas grave, pas de consensus. On quitte la salle de contrôle des émotions et on débriefe. Et du coup, on fera un retour d'expérience là juste après. Mais par exemple, c'est vu le temps de la réflexion, on n'aurait pas agi. Et du coup, un autre qui dit c'est comme tétanisé au final. C'est intéressant à observer. Le fait que les gens se rendent compte, en fait, oui, gérer les émotions, ça prend du temps. Ça prend de l'interaction, ça prend de l'énergie. Tout ça, c'est des mécanismes qu'on essaye de faire comprendre en temps normal. Donc, les retours d'expérience, donc notamment sur les émotions en théorie, avec les grandes théories, ce qui a été évoqué là, du coup, en 2 séances avec deux groupes, un groupe patient, un groupe thérapeute, qui, grosso modo, un thérapeute ou pas, on partait sur. Il y a eu peu de différences. Il y a eu peu de différences, même sur les groupes avec lesquels j'ai pu faire le groupe donc, qui était en psychiatrie, un groupe de psychiatrie. Au final, il y avait peu de différences sur l'interaction, même des groupes de soignants. Tous ceux qui ont été faits, donc il y en a eu 3 au total, 3 groupes de patients. Très franchement, au niveau de l'interaction, il y avait peu de différences. C'était tous des groupes adultes. Et ces notions-là, du coup, elles ressortaient quasiment à chaque fois. C'est-à-dire l'habilité des émotions, le fait que les émotions peuvent changer d'une minute à l'autre, le fait qu'elles sont de nature changeante, qu'elles évoluent en intensité, qu'elles évoluent en qualité. Voilà. La visualisation dans l'espace, ça c'est plus dans le vécu, je pense. Le fait que au bout du deuxième, troisième, quatrième cas, on arrive à un moment où déjà ça devient le chaos, enfin pas le chaos, mais colère ne se retient plus pour exprimer la colère, peur non plus, tristesse non plus. On voit des jeux, hein, des jeux d'acteurs, ils font oh non, 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 j'en ai marre. Donc c'est assez plaisant à voir, on rigole pas mal pendant les groupes là. Et la visualisation de l'espace où littéralement Joie va pouvoir dire non, c'est arrivé avec peur qui dit ah non, moi je me mets derrière colère, je me mets sous colère, c'est bon, je suis colère moi. Moi je n'ai rien à voir à faire avec tout ça, je lui donne toute l'énergie que j'ai, je me mets derrière elle. Du coup, il y avait des moments où malgré qu'on soit assis autour de la même table, il y avait des discussions sur les placements donc des différentes émotions entre elles, des interactions entre elles, des couleurs, enfin, voilà, ça allait beaucoup sur le visuel, d'où l'importance aussi de placer le cadre narratif sur vous êtes des émotions, vous appartenez à, je vous invite à rejoindre la salle de contrôle des émotions. Ici, vous avez un grand écran où vous voyez la situation que je vous décris. Donc ça a bien joué, je pense qu'au niveau de l'immersion, c'était intéressant. La présence d'émotions complexes, il y a les notions d'émotions primaires, d'émotions secondaires, on peut aussi appeler sentiments, les affects. En soi, on va éviter enfin, j'ai pris le parti du coup d'éviter de rentrer dans les détails, d'éviter de rentrer dans les détails parce que au niveau des définitions, ça floute, ça allonge. Et au final, tout ce dont on veut parler, c'est de ressenti émotionnel et d'émotions et de comment on les gère et de situations. Donc, la présence d'émotions complexes, oui, mettre des mots sur ce qui se passe. Comprendre que quand tristesse et colère, elles s'expriment, ça donne quelque chose de différent que si tristesse s'exprimait et colère d'un autre.
Du coup, la présence d'émotions complexes, la honte, tout ça, ça va être des notions qui vont se créer dans l'échange et pas dans colère toute seule ou dans tristesse toute seule. L'aspect temporel des ruminations, ça c'est un truc vraiment, je trouvais ça impressionnant à observer. Il y a une situation où il s'agit d'une jeune femme qui attend des résultats d'analyse. Et il est 23h59, elle regarde 66 minutes enquête, elle n'a pas reçu les résultats d'analyse, ça l'inquiète parce qu'elle devait les recevoir dans l'après-midi. Il y a des implications de santé, mais elle n'a pas de réponse. En fait, elle n'a rien pour savoir. Et du coup, l'aspect temporel de rumination, ben voilà, souvent, et notamment dans la file d'attente, on voit que les émotions, elles peuvent être très loin. Au final, elles sont pas du tout dans le présent. Elles vont réfléchir à ce qui va se passer plus tard, à ce qui s'est passé plus tôt, et le fait que, en fait, ce genre de discussions, elles prennent énormément de place, énormément de temps, elles sont peu prônes à l'action, tout simplement. Plus les émotions passaient de temps dans le futur ou dans le passé, moins elles étaient efficaces dans la prise de décision. Euh, donc, encore une fois, d'un point de vue théorique pur sur les émotions, la différence d'intensité, on en a parlé juste avant, voilà, tout simplement, hein, c'est vachement important ça quand on travaille avec les patients sur la gestion des émotions, faire comprendre, ouvrir les yeux sur le fait que, ben ouais, entre faire tomber son stylo par terre et se faire rentrer dedans par le voisin, ben, c'est pas la même action et qu'il y a deux stades de colère qui vont être différents avec encore une myriade entre. Et ça rajoute de la flexibilité aux réactions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui fait émerger de la colère que je dois réagir par une colère extrême. Et une précision du vocabulaire qui va être la bienvenue. Ça m'exaspère plus que ça ne m'énerve. Donc là, avec les petits mots de vocabulaire qu'ils ont devant eux, ça va leur être utile, où ils vont préciser le vocabulaire qu'ils utilisent. Ensuite, ça, c'est plus des retours d'expérience sur le vécu des individus dont je ne m'attendais pas forcément. J'ai mis ça un peu en vrac. Donc, par exemple, la volonté de tempérer les émotions extrêmes. Ça, on me l'a dit, je trouvais ça intéressant, comme quoi, dès qu'il y en avait une, peu importe laquelle, qui montait en l'air, que ce soit colère, peur, tristesse, joie, vu les situations que j'ai mis, il n'y en a aucune qui met joie en valeur, d'ailleurs, peut-être à changer. Et du coup, elles avaient comme mécanique de tempérer, c'est-à-dire qu'il y avait rarement deux émotions qui montaient en l'air. C'est-à-dire que, ou alors quand il y en avait deux, les deux autres voulaient juste descendre les autres émotions plutôt que monter elles. Enfin, il y a vraiment cette dynamique d'interaction où une émotion, euh, une émotion avec une intensité élevée, et il y a deux fois intensité corrélée à l'effet tunnel. Une intensité élevée, l'effet tunnel, je ne sais pas si vous voyez, c'est en gros, on fait attention à rien d'autre qu'à soi. C'est-à-dire que la personne, elle est dans un monologue, elle parle toute seule, elle n'écoute plus personne autour d'elle. Et c'est arrivé pendant les jeux où, par exemple, peur sur la scène de l'anxiété. Peur qui, à un moment, est en effet tunnel, je vais mourir, je vais mourir. Pareil sur Benjamin, ça peut être colère qui dit non, mais en fait, on me trompe, on me trompe, on me trompe. L'intensité au max, et du coup, les autres émotions essaient juste de calmer peur. En fait, elles essaient même plus de trouver une solution à la situation, elles essaient de calmer peur. L'importance du contexte, c'est vrai que dans une action comme avec Benjamin ou dans une action, elle s'appelle Sophie, je crois, l'autre, qui attend les résultats d'analyse mais qui ne les aura pas du tout parce que c'est la pleine nuit, le fait que la situation euh, donne une possibilité d'action ou non, proche ou lointaine, ça change tout. Ça change absolument tout dans la façon de raisonner. Euh, et quand il n'y a pas une action à faire, c'est-à-dire que dans la file d'attente, c'est où on agit, où on n'agit pas, où on le laisse passer, où on l'interrompt. On peut l'interrompre de plein de façons, mais en soi, il n'y a pas 50 choix. Alors que pour l'autre, on peut faire plein de choses pour se distraire, aller dormir, mais aller dormir, c'est pas une action qu'on va faire, mettre en place avec une fin et une réalisation précise. Donc voilà, la situation, le contexte, au final, avait un énorme impact sur la gestion des émotions. Donc, on a les deux fois l'intensité corrélée et l'effet tunnel. Donc, oui, plus l'intensité est élevée, moins l'émotion écoutait les autres. C'est-à-dire que moins était prône à écouter les autres joueurs, en fait, tout simplement, à être raisonné. Et du coup, ça menait souvent à une non-résolution de la situation. L'impact négatif de l'anticipation dans la résolution des problèmes, on en a parlé plus tôt.
Tout à fait, hein, plus on passait de temps dans le futur, moins ça avançait, en fait, tout simplement. On n'avançait pas du tout. Et même un participant l'a dit, sur le cas de l'anxiété, sur le cas de l'attente de résultats. En fait, on aurait pu continuer pour toujours, littéralement. Ça aurait pu ne pas s'arrêter. Et là, on pense à nous tous qui nous arrive à ne pas dormir, à faire une insomnie et ça machine, parce que l'émotion, théoriquement parlant, elle est reliée à une action. Elle est reliée à un besoin de créer, de changer. Donc, quand ce besoin n'est pas satisfait, on rentre vite dans l'émotion complexe et là, ça tourne, ça peut ne pas s'arrêter. Ou la fatigue. L'interaction entre les émotions, le fait que ça soit un groupe avec des objectifs peut-être variés, mais au fond un intérêt commun. Ou l'inverse, des intérêts divergents, mais un objectif commun. C'est quoi? Et joie, oui. Alors, joie, c'est présenté dans toutes les situations, peu importe le participant, comme le médiateur. Le médiateur. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément. C'était vachement intéressant sur comment concevoir joie, la joie en tant que telle. Elle était peu importe la patiente, la patiente, euh, peu importe la pathologie aussi, même les soignants. Enfin, c'était assez impressionnant à voir que Joie se portait en leader de la résolution, cherchait un consensus entre les différentes émotions et qui recadrait dans le présent. C'est-à-dire que la dimension temporelle semblait être très importante là-dedans, même pour les joueurs qui parlaient beaucoup de l'aspect d'avoir la tête ailleurs, mais d'un point de vue temporel. Et Joie qui recadre dans le présent, qui était souvent là pour dire attendez, on est quand même dans une file d'attente, là, qu'est-ce qu'on va faire du bonhomme? Je comprends en colère ce que tu veux dire, mais tristesse, voilà, et qui faisait tampon. Et même avec des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec la joie, de leur dire, faisait médiateur de trois autres personnes comme ça, donc c'était assez sympa à observer. La suite de ce projet, du coup, ce serait de lister un peu plus précisément les phénomènes émotionnels qu'on peut observer donc, pendant ces séances, comme les divagations, le changement de focus attentionnel et de résolution de problèmes, par exemple, et des scénarios plus ciblés par problématique, c'est-à-dire problématique d'anxiété, problématique de gestion de la colère, etc. etc. En conclusion, du coup, le jeu-là, j'ai l'impression qu'il invite par essence comment dire, à l'identification des émotions et leur expression. Donc, c'est en général ce qu'on va chercher à améliorer dans les groupes de gestion des émotions. Donc, ce que je trouve très positif, parce que dans les résultats, c'est comme ça que ça se montre. Le but du jeu réel, spoiler alerte, déjà, merci. Mais le but réel, à la fin, c'est le consensus. Hein. C'est pas du tout le consensus. C'est l'interaction. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est la résolution du problème par l'identification des émotions et leur expression. Mais le processus, c'est-à-dire que peu importe s'il y a consensus, là, à la limite, c'est pas intéressant parce que c'est quasiment impossible que toutes les émotions soient d'accord. C'est arrivé, mais c'est rare. C'est vrai que la toute première partie, c'est la mise en route, puis il y a une inertie qui se joue et qui se met en place où il y a beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup d'interactions, d'échanges, de rires. Au bout d'un moment, moi, en tant que psychologue, je ne dis plus rien. C'est moi qui dois les arrêter, sinon ils continuent à discuter. Et tant qu'ils continuent à discuter avec comme base, je suis une émotion et je ne m'exprime en tant qu'une émotion, et je fais en sorte de comprendre qui je suis, quelle est l'émotion à côté de moi, pourquoi je le fais, enfin, au final, tout ce qui compose la gestion des émotions, en fait, pour moi, on est dans l'objectif thérapeutique. Et puis l'aspect du one-shot, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de matériel, on a besoin de rien. C'est un print and play. 1 heure suffisant. Ça peut servir sur une séance. Ça peut être rejoué. On peut même rejouer les mêmes situations avec une personne qui a déjà joué, mais avec d'autres personnes, ça va être totalement différent. On peut imaginer des séances qui se suivent. S'il y a plus de vignettes cliniques, etc., s'il y a plus de situations présentées, par exemple, c'est totalement possible de faire ça sur plusieurs séances et d'incarner ainsi peut-être tristesse pendant 1 heure, puis peur pendant 1 heure et de faire comme ça 4 séances.
C'est des choses à réfléchir. En tout cas, il y a plein de choses à réfléchir. C'est super intéressant à faire. Les patients en font un retour qui est assez positif. On s'amuse bien, on apprend beaucoup et du coup, c'était un plaisir de pouvoir vous le présenter. Du coup, je suis ouvert aux questions et aux remarques.